principale. On va pouvoir débuter là, dans quelques secondes. Parfait. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue déjà à cet avant-dernier panel intersectoriel de la quatrième édition des Dialogues pour le climat. On est très content de vous avoir avec nous cet après-midi. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La majorité de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Je vais aussi mettre un lien tout à l'heure dans le clavardage que je vais vous inviter à aller voir. On souhaite aussi remercier les commanditaires et les partenaires qui permettent cette quatrième édition des Dialogues pour le climat. Les Dialogues pour le climat, ce sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates des conférences des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Donc, cette année, c'est la CDP 29 ou COP29 en anglais, qui se termine aujourd'hui à Bakou. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au CDP ou aux enjeux environnementaux qui touchent le Québec et le Canada. Les dialogues ont pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques, en plus de mobiliser la société civile face au CDP. Aujourd'hui, la thématique journalière, en fait, c'est les négociations finales. Donc, on est en train là, de terminer les négociations, puis il y a beaucoup de sujets qui ont été discutés là, au cours de ces 2 semaines, dont évidemment les enjeux tels que la décarbonation. Donc, aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter votre animatrice, qui est Mélanie McDonald, qui est directrice exécutive des chemins de transition. Donc, bonjour Mélanie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Puis juste avant là, de vous laisser la parole pour pouvoir débuter ce panel, pardon, je veux juste inviter les personnes qui sont dans la salle à mettre vos questions, que ce soit dans le clavardage ou alors dans la boîte Q&A qui est en bas de votre Zoom. On vous garde un peu de temps à la fin pour une période de questions. Donc, prenez la chance d'avoir nos expertes ici aujourd'hui, puis de leur poser des questions. Vous avez aussi peut-être pu remarquer que l'événement est enregistré. C'est pour permettre aux personnes là, qui peuvent être là en ce moment de le regarder par rattrapage. Donc, c'est tout pour moi. Je laisse la parole à Mélanie et à nos panélistes. Merci Agathe et bienvenue tout le monde dans ce panel comment démystifier la décarbonation. Donc, on a la chance d'avoir 3 panélistes pour nous aider à y voir plus clair sur cette transition absolument incontournable. Donc, juste pour ceux et celles là, qui débutent sur cette notion, je vais peut-être d'entrée de jeu donner une vision un peu générale. Donc, la décarbonation, ça veut dire un ensemble de mesures qui visent à réduire la quantité de gaz à effet de serre qui sont émises. Et puis ça peut se faire dans l'industrie, mais ça peut aussi se faire et être réfléchi à l'échelle d'un territoire. Ça peut se faire à la maison aussi. Donc, il y a une grande diversité de stratégies de décarbonation, de stratégies pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On parle beaucoup d'énergie, entre autres, évidemment. Donc, comme on peut limiter notre consommation d'énergie, être plus efficace dans notre usage de l'énergie, euh, passer des combustibles fossiles à des énergies plus renouvelables. Donc, ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup, mais il y a plein d'autres stratégies aussi qui nous permettent de réduire des gaz à effet de serre. Ça peut passer, par exemple, par des changements dans nos pratiques de production ou de consommation. On peut par exemple, privilégier plus de protéines végétales dans notre alimentation. On peut partager ou allonger la durée de vie de nos biens pour éviter les émissions de gaz à effet de serre liées à leur fabrication. Donc, ça interpelle la décarbonation à différents degrés, évidemment, à peu près tous les acteurs de notre société, tous les secteurs, tous les territoires. Et puis, ben, vous savez peut-être, le gouvernement du Québec s'est engagé à être carboneutre en 2050. Ça veut dire qu'on doit éliminer presque ben, toutes les émissions de gaz à effet de serre d'ici à peu près 25 ans. Et puis, ce qu'on n'arrive pas à éliminer, ben, il va falloir qu'on le capte, ces émissions de gaz à effet de serre, puis qu'on arrive à le stocker, que ce soit dans nos forêts ou nos matériaux de construction, par exemple. Mais ça demeure un objectif très ambitieux à atteindre sur une période de temps relativement courte, même si ça peut paraître loin, 2050. Donc, nous, on aime ça, ce genre de défi-là, à chemin de transition, quand c'est complexe, multi-acteurs comme ça, puis à long terme. Donc, avec mon équipe, on a la chance de travailler avec le ministère de l'Environnement en ce moment à développer différentes trajectoires pour arriver à décarboner, à atteindre cet objectif-là. Puis, on veut pouvoir explorer différentes façons d'y arriver, différentes voies possibles pour les mettre en discussion, puis vraiment, de façon plus éclairée, avoir un dialogue collectif sur c'est quoi les forces et limites de chacune. Fait que voilà,
ça explique pourquoi je suis vraiment super contente d'être avec vous cet après-midi et d'entendre les trois panélistes qui vont pouvoir nous proposer des bouts de chemin, probablement des enjeux sur lesquels il va falloir qu'on porte attention aussi en ce moment dans les années à venir pour arriver à décarboner ensemble le plus possible notre Québec. Merci d'être là, chers panélistes. Je vous les présente pour vous, participants et participantes. Donc, on a d'abord Dimitri pardon, Tsingakis, président directeur général de l'Association industrielle de l'Est de Montréal. Ensuite, on a Audrey Young, qui est consultante chez Dansky Énergie et Climat. Et on a Martin Labbé, qui est administrateur de l'évaluation des emplois au syndicat des Métallos. Merci d'être avec nous et merci à vous aussi, chers participantes et participants. Comme Agathe l'a dit, là, on va avoir une courte période de questions à la fin. Là, donc, n'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure où les réserver pour cette période finale. Donc, pour commencer ce panel, peut-être je vais inviter tout simplement les panélistes à vous présenter à tour de rôle brièvement qui vous êtes dans votre travail, comment vous inscrivez la décarbonation de notre société. Peut-être qu'on peut commencer par Dimitri. Oui, tout à fait. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue. D'abord, je tiens à remercier là, les organisateurs de ce dialogue. En tout cas, c'est fort apprécié de nous inviter et de nous donner la chance un peu de nous exprimer puis de vous partager un peu notre contexte, notre perspective là, par rapport à cet enjeu. D'abord, bonjour, je m'appelle Dimitri Tsingakis, comme on l'a mentionné, je suis ingénieur chimique de formation et je travaille à l'association depuis 2006, donc ça fait quand même un bout de temps là, que j'y suis. Pour la petite histoire, en fait, l'Association industrielle de l'Est de Montréal regroupe 17 entreprises qui exploitent des établissements industriels dans l'Est de l'île de Montréal, dans des secteurs d'activité tels que le raffinage, l'entreposage et la distribution de produits pétroliers, la chimie, la pétrochimie, la métallurgie et le gaz naturel. En fait, l'association a été créée en 1960, époque à laquelle où l'Est de Montréal est un pôle industriel d'importance nationale avec plusieurs usines et tout ça. Aujourd'hui, évidemment, le pôle est un peu plus modeste, mais il en demeure pas moins que les membres de l'association travaillent quotidiennement améliorer un peu leur performance. Et d'ailleurs, l'AIM, quand elle a été fondée en 1960, son objectif était justement une vocation environnementale, c'est de mesurer et de quantifier l'impact des activités industrielles sur l'environnement et sur la qualité de l'air et sur la communauté, afin de justement apporter des correctifs, apporter des améliorations. Et je pense qu'aujourd'hui, on note, ou en tout cas, les données nous indiquent clairement qu'il y a eu quand même des améliorations notables là, en termes d'émissions atmosphériques et de qualité de l'air et autres indicateurs sur l'environnement. Au fil du temps, on a ajouté des volets à notre mission, des axes à notre mission. Là où on avait simplement l'environnement, on a ajouté aussi un volet communauté, donc tout ce qui touche les relations avec la communauté. Et de plus en plus, on parle aussi de développement économique. Et donc, quand on regroupe ces axes-là, autant l'environnement, la communauté et le développement économique, bien évidemment, on touche au développement durable. Et pour nous, bien évidemment, on parle plus de développement industriel durable. Donc, comment faire en sorte que des activités industrielles soient le plus durables possible. Et d'ailleurs, c'est dans ce contexte-là qu'on a fait une étude il y a quelques années qui nous a mis un peu sur la piste, là, justement, de l'économie circulaire et de l'écologie industrielle. Et c'est dans c'est selon cet aspect-là que je vais aborder la question justement de la décarbonation et de la lutte au changement climatique, parce que pour nous, ça représente le modèle que l'on doit intégrer dans nos activités afin justement de permettre la poursuite de nos activités, mais dans un contexte plus durable, dans un contexte où évidemment notre empreinte environnementale est réduite et où on s'assure justement de faire en sorte qu'on puisse quand même continuer à produire, et combler les besoins auxquels on répond, mais de le faire de façon la plus durable possible. Voilà. Merci, Dimitri. Audrey?
Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup de l'invitation. Aujourd'hui, ça fait plaisir d'être là. De mon côté, je suis une consultante dans la firme de consultation Densky Énergie Climat. Moi, personnellement, j'ai une formation en ingénierie. Donc, j'ai fait mes études en génie de l'environnement. Et puis, après avoir travaillé quelques années dans les firmes d'ingénierie, j'ai fait mon parcours m'a amené à me joindre à l'équipe de Densky, où on travaille à accompagner les décideurs, les associations, les organisations à prendre les bonnes décisions dans la transition énergétique. Donc, on soutient ces acteurs-là dans leurs efforts de transition énergétique et de décarbonation, que ce soit par l'élaboration de plans, de feuilles de route, de stratégies ou de programmes. On peut tous les nommer là, différentes façons de faire en sorte qu'on intègre finalement dans les décisions des organisations l'axe des changements climatiques et de la décarbonation. Chez Densky, on a quatre secteurs sur lesquels on agit plus spécifiquement. Donc, les bâtiments, la mobilité durable, donc tout ce qui est la question des transports, l'industrie et les énergies renouvelables. Donc, la question plus de la production d'énergie à faible impact carbone pour venir remplacer celle qui en émet davantage. On produit des analyses quantitatives avec des études basées sur ces analyses-là, avec des modèles qui viennent permettre de quantifier l'impact ou des différentes mesures proposées et de voir à identifier les meilleures solutions selon les contextes pour faire en sorte qu'on avance dans la bonne direction de la décarbonation, autant dans la réduction des GES, mais aussi à un moindre coût autant que possible pour la société. Donc, on va faire des projections, des analyses qui vont nous amener à prendre des décisions pour aller dans la bonne direction d'ici 2050 pour atteindre notre objectif de carboneutralité. Des exemples de ça, récemment, il y a eu une étude, par exemple, que j'ai publiée dans le cadre de mon travail chez Densky qui visait à décarboner, comment identifier les façons de décarboner le secteur de la santé au Québec. Donc, une feuille de route pour décarboner ce secteur-là où, on ne se cachera pas, est plein de défis pour assurer la continuité des services en tout temps. Donc, ça, c'est un exemple, mais aussi, on travaille dans différents secteurs, comme j'ai mentionné, à accompagner les organisations dans leur prise de décision. Alors, voilà en quelques mots. Merci Audrey, bienvenue Martin. Bonjour, Martin Labbé, je suis conseiller syndical pour le syndicat des métallos affilié à la FTQ. Évidemment, la FTQ, avec tous ses syndicats affiliés, on a un comité environnement, j'en fais aussi partie. Puis on travaille sur diverses mesures, comme on est dans tous les secteurs d'activité. On travaille sur diverses mesures pour la décarbonation. On est dans l'aérospatial, le syndicat des métallos est beaucoup dans l'industriel lourd, fabrication d'acier et métal, transformation du bois, syndicat des métallos, puis plusieurs autres affiliés FTQ aussi. On est des syndicats pan-canadiens. Donc, on a des membres dans les sables bitumineux, d'un bout à l'autre. Donc, on travaille de façon croisée avec les FTQ et nos syndicats internationaux pour développer des solutions. Évidemment, notre comité environnement, on met de l'avant plusieurs projets. Je vais vous parler de quelques-uns de ces projets-là tantôt. Mais merci de nous recevoir parce que la FTQ, je sais qu'on participe à plusieurs reprises au dialogue pour les climats. Ordinairement, je suis à la COP. Cette année, je ne suis pas à la COP. Fait que c'est pour moi qui est ici aujourd'hui parce que les autres sont en train de terminer là-bas. Mais c'est un relais d'équipe, puis c'est le fun de voir tous les affiliés participer, puis être capable de ramener des solutions pour travailler, puis essayer de faire partie des projets pour décarboner notre société. Merci. Merci beaucoup. Donc, maintenant qu'on a juste eu cette première présentation, je vais avoir des questions pour chacun et chacune de vous. Ma première, justement, on va continuer avec Martin. Quand il est question de décarbonation, souvent, je trouve qu'il est question de transition, on espère qu'il soit la plus juste possible pour l'ensemble des travailleurs et travailleuses. Pour vous, par où ça passe cette transition juste? Comment on peut bien accompagner les travailleurs et travailleuses dans la décarbonation, comme on sait qu'il va y avoir des impacts sur différents secteurs, métiers?
La position de la FTQ qui est la même que celle des syndicats internationaux, puis de Tongo à la COP. Notre position provient des enlignements de l'OIT sur la transition juste. Au Québec puis ailleurs, on entend la transition énergétique, la transition verte, la transition d'un paquet d'autres termes, puis on essaie de dénaturer le terme. Pour nous, au niveau du travail, l'Organisation internationale du travail, dont le Canada fait partie, donne cette définition-là où les syndicats, ça a commencé il y a quelques années, c'était les travailleurs, les représentants des travailleurs, puis ça a évolué jusqu'aux syndicats aujourd'hui. De façon tripartite, les syndicats avec les représentants des employeurs et du gouvernement doivent mettre en place des mesures, des nouvelles lois, des nouveaux projets, puis travailler ensemble. Puis après ça, aller consulter et travailler avec le reste de la société civile pour les implémenter. Puis pourquoi on aime bien ça, être capable de parler de transition juste puis de la définir comme ça, c'est que c'est les travailleurs qui sont au centre. Les premiers impactés, ça va être les travailleurs. Donc, on participe au COP puis on développe un paquet de solutions pour être capable de mettre de l'avant pour que ça soit le moins impactant possible pour les travailleurs. On regarde ça de façon pragmatique. Moi, au syndicat des métallos, on a des mines. Bon, on a des, on a des alumineries, on a des cimenteries. Ben, c'est sûr qu'on a la plus grosse cimenterie au Québec. C'est un des plus gros pollueurs, je comprends, mais c'est un des moins polluants au monde. Fait que, en même temps, être pragmatique puis dire il faut garder des emplois ici parce que si on fermait toutes les entreprises qui polluent trop au Québec, ben, tout ce qu'on ne produirait pas serait produit ailleurs avec des lois puis des règlements beaucoup moins importants qu'au Canada. Donc, ça polluerait plus à produire et ça polluerait plus les amener ici aussi. Donc, pour nous, la transition juste est importante, puis on veut être impliqué tellement que depuis 3 ans, on travaille sur essayer d'avoir des comités avec nos deux paliers de gouvernement. Bon, au fédéral, là, il y a le Just Transition Act qui est sorti, où est-ce qu'il y a un secrétariat où il y aura 3 syndicats qui sera là pour émettre des recommandations, mais on n'est pas dans le processus comme l'OIT le dit. Au niveau du Québec, il n'y a pas de comité encore. Il n'y a pas de comité de transition juste. Il n'y a pas de comité avec les syndicats puis le gouvernement. On saupoudre parfois, puis j'entends qu'on prépare des trajectoires de plans, c'est le fun, mais il y a d'autres pays où c'est déjà fait, ces trajectoires-là, puis nous, on est un peu en retard. Et ça prend un peu moins de politique, puis un peu plus impliquer les gens. Un des problèmes majeurs qu'on voit pour que la transition soit juste, c'est l'acceptabilité sociale. Puis souvent, quand on parle avec le gouvernement, ben oui, il y a nous, nos membres, mais il y a deux familles, puis les communautés. Souvent, on parle au niveau des communautés parce que quand on transforme des choses, puis on travaille avec la société civile, ben on est capable de faire changer des choses. Au niveau de la transition juste, il y a l'OIT qui donne ces enlignements-là, puis après avoir appris de ces enlignements-là, on les applique nous-mêmes. On a commencé à négocier dans des conventions collectives des clauses de transition juste. Donc, on veut des comités avec l'employeur. Historiquement, on avait ça, les syndicats. Quand il y avait des changements technologiques, l'employeur devait nous rencontrer pour l'implantation de. Maintenant, ce qu'on dit, c'est s'il y a des transformations autour des réductions de gaz à effet de serre, l'AFTQ a développé une expertise assez importante où est-ce qu'on est capable d'aider et pour l'acceptabilité sociale, il n'y a pas mieux que ça, là. On voit des mini-révoltes dans les usines parce que beaucoup d'employeurs nous disent oui, mais on ne perd pas de job. On ne perd pas de job aujourd'hui. Mais dans un futur projet, quand on coupera la moitié de la shop ou dans des mines, on a vu des mines fermées où il reste 10% des salariés, ben, des fois, il y a des mini-soulèvements populaires. Donc, on veut éviter ça. On veut que personne ne soit laissé derrière. C'est le principe de la transition juste pour les syndicats. Merci. Puis est-ce que, là, la question s'adresse à vous tous, là, est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure idée de c'est quoi les différents secteurs qui doivent être impliqués dans la décarbonation? Il y en a qu'on dit, on a identifié déjà, là, soit par Audrey, soit par Martin, mais juste pour qu'on se donne une vision un petit peu plus globale de dans quel secteur on doit surtout agir pour décarboner le Québec. Ben, peut-être un peu pour compléter, puis effectivement, puis je peux témoigner directement, tu sais, la fermeture d'usine, en fait, a un impact qui peut être assez large. Puis d'ailleurs, nous, dans l'Est de Montréal, on le vit actuellement. Là, on a une usine qui a annoncé sa fermeture, là, qui est en train de fermer, et une autre qui, évidemment, qui dépendait de celle-ci pour comme client, ben, va cesser ses activités aussi. Donc, on parle de plusieurs pertes, plusieurs centaines de pertes d'emplois. Mais pour répondre à votre question, tu sais, je pense il faut vraiment regarder la décarbonation. D'abord,
le mot décarbonation, je tiens toujours de le mettre en contexte parce que souvent, quand on parle de décarbonation, on sous-entend qu'il faut éliminer le carbone au complet, alors que la carboneutralité, c'est d'être capable de réduire nos émissions de gaz à effet de serre à un niveau où la planète est capable d'absorber, ou en tout cas, c'est d'assurer un équilibre entre la production et l'absorption d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, je pense pas qu'on vise à complètement éliminer. Ce qu'on vise, c'est d'essayer de réduire à un point où on atteint cet équilibre-là. Puis la molécule de carbone, il faut faire attention parce que c'est quand même une molécule qui est importante, qui est intéressante, qui fait partie du cycle de vie. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'identifier où sont les sources. Puis on le sait, hein, le transport est un des principaux émetteurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on veut vraiment avoir un effet sur la décarbonation, ben, il faut s'attaquer à ce secteur-là en particulier. Puis après ça, si on regarde au niveau industriel, par exemple, ben, il faut regarder où sont les principales sources, puis de voir parmi toutes ces sources-là, qu'est-ce qu'on peut apporter comme technologie, qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution pour essayer de réduire et minimiser. Et parfois, il faut le regarder aussi dans un contexte global. Martin l'a abordé. Produire localement les biens que l'on consomme ici, je pense que ça fait plus de sens que de simplement de déplacer le problème, de le transmettre ailleurs, puis de faire en sorte qu'on finalement, notre bilan est positif, mais quand on regarde à l'échelle planétaire, ben finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Puis l'exemple que je donne, c'est, la raffinerie Shell a fermé il y a plus de 15 ans. Fait que ça a eu un impact significatif sur nos émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de Montréal. Mais finalement, on n'a pas réduit notre consommation d'essence pour autant, même que ça l'a augmenté. Donc, c'est simplement une autre usine ailleurs qui produit, peut-être dans des conditions justement qui ne sont pas nécessairement les plus efficaces, et on transporte le produit, on amène le produit ici. Donc, il faut vraiment aborder le principe de la décarbonation, pas à l'échelle locale, mais bien dans son ensemble, et de voir est-ce qu'on est capable de réduire la consommation. Puis après ça, ce qu'on n'est pas capable de réduire, ben, c'est de voir un peu où sont le potentiel, puis notamment l'économie circulaire, en tout cas, ce qui est pour nous, représente une piste de solution intéressante parce que ça permet justement de réduire l'empreinte environnementale. Puis après ça, c'est de regarder toutes les autres avenues en termes d'efficacité énergétique, en termes d'électrification, en termes de substitution d'énergie, de voir si on est capable de récupérer certains flux de chaleur puis les intégrer pour minimiser. Donc, je pense qu'il faut vraiment bien établir le cadre dans lequel on veut travailler. Si je peux rajouter à la discussion, il y a deux axes qui selon moi, sont primordiaux dans la décarbonation. Dimitri l'a abordé un peu, c'est la question de l'efficacité énergétique, de réduire à la base notre consommation d'énergie, parce que si on fait que transformer notre consommation actuelle aux énergies fossiles en énergie renouvelable, c'est une demande excessivement élevée, ça fait une pression incroyable sur le territoire d'installer de la production d'énergie renouvelable pour répondre à ce besoin-là qui est d'énergie, en tout cas qui continue à être grandissant. Fait que de revoir à la base comment on est capable de réduire notre consommation d'énergie, c'est essentiel pour l'atteinte de la décarbonation. L'efficacité énergétique, donc de voir comment produire une même tâche, ou en tout cas faire une même activité avec moins d'énergie, c'est aussi une solution importante en termes de coût. C'est beaucoup moins dispendieux de réduire sa consommation d'énergie que de la remplacer avec une énergie renouvelable. Donc, je pense qu'au niveau de du coût pour la société, pour que le coût de la transition soit moins élevé pour l'ensemble des contribuables, c'est de voir comment est-ce qu'on est capable, en tant que société, de réduire notre consommation et d'améliorer notre efficacité énergétique de façon substantielle. Fait que ça, c'est vraiment un premier pas dans la décarbonation avant de commencer à faire de la substitution. Ensuite, un élément important dans la décarbonation, c'est la planification. Donc, ce qu'on veut éviter, c'est exactement ce que Martin mentionnait tout à l'heure, dans des fermetures surprises d'usines ou des chocs dans des secteurs d'activité. On est capable de prévoir d'ici 2050 quels sont les secteurs d'activité qui vont peut-être prendre moins d'importance, où est-ce qu'il va y avoir des nouveaux secteurs d'activité qui vont être en émergence par la transformation de notre économie. Je pense qu'on doit faire preuve de vision et
de planifier cette transition-là pour que ça soit le plus douce possible et éviter ces chocs-là. Donc, former les gens si on doit le faire pour assurer une transition, juste là, à l'image que ce que Martin nous décrivait tout à l'heure, pour permettre cette décarbonation-là ne va pas arriver du jour au lendemain. Aussi, ça arrive avec des réglementations ou un peu des cadres légaux mais sans transition, donc sans une adaptation, puis une planification, puis de changement graduel. Ben là, on va laisser les gens derrière, là. Donc, le fait de ne pas laisser les gens derrière, c'est de bien planifier cette transition-là vers la décarbonation. Dire où, dans quel axe, moi, je vais être celui qui va ramener ça ailleurs, dans le sens où ça doit être partout. Présentement, il n'y a pas de plan global, tant au niveau mondial qu'au Canada, qu'au Québec. Qu'au Québec, on prépare des choses, puis c'est bien. Mais ça prend un plan d'ensemble. Comme Audrey disait, oui, il faut planifier les législations, il faut les mettre en place tranquillement. Dire on passe aux voitures électriques ou autres, demain matin, puis on tire la plug, puis on replugue, ça ne marchera pas, il n'y aura pas assez d'électricité tout de suite. La production, il faut qu'elle soit planifiée. Il faut que tout ça soit planifié, puis ça ne l'est pas encore. En tout cas, nous, les syndicats, notre problème, c'est qu'on ne discute pas beaucoup avec le gouvernement du Québec à ce sujet-là. Puis on n'a pas notre comité avec le gouvernement du Québec. Fait qu'on est très inquiet de savoir comment ça va se faire. Je veux bien 2050, mais encore, c'est quoi le chemin dans lequel on va prendre pour y arriver? Une des solutions qu'il y aura, parce que Dimitri le disait tantôt, l'achat local, bon, nous, ce qu'on prône, c'est qu'il y a des critères d'achat propre dans les devis que le gouvernement fait. On a fait du lobby là-dessus dans les dernières COP auprès de toutes les provinces puis auprès du gouvernement du Canada, parce que pas le moins cher puis celui qui dure le plus longtemps, celui qui est le moins polluant, celui qui produit le moins de GES. Il faut transformer notre société à un moment donné. On va arriver là. Déjà, il y a une taxe carbone aux frontières qui est en train de se mettre en place en Europe. Donc, il y a un semblant que le Canada veut faire aussi. Ben ça fait qu'on va devoir réduire nos GES. Ça doit devenir un critère pour forcer nos industries au Canada à le faire le plus rapidement possible. Quand on sait qu'on ne pourra plus importer parce qu'on va être trop taxé, ou ceux qui vont importer parce qu'ils vont produire moins de GES, ils vont peut-être remplacer nos produits, ben c'est important de le faire. Ça prendrait un critère d'achat propre, puis on en fait le lobby présentement. Je prends l'exemple, on parlait d'électricité tantôt, puis je parlais des voitures électriques. Le plan complet, puis là, le gouvernement, il y a un projet de loi, ça va. On va dire que c'est correct, là, mais il y a un plan, au moins, il y a un projet de loi sur la table qui est loin d'être parfait. Mais on regarde d'autres législations comme l'Ontario. La solution, c'est le nucléaire. Ils ont arrêté de frapper sur l'électrique. Ils sont rendus avec des panneaux partout dans les champs, puis c'est encore des réacteurs nucléaires. Mais encore là, il n'y a pas de plan, là. On fait une nouvelle centrale nucléaire, puis quand on en parle, on se fait dire oui, mais c'est pour la transition. Mais la transition, c'est dans 10, 15, 20 ans, pas dans 50 ans, parce qu'une centrale nucléaire, ça dure 50 ans minimalement. Donc, c'est ça. Fait que quand je disais, je suis un petit peu contrario, il faut frapper partout parce qu'on est en retard, parce qu'on ne s'est pas engagé dans un plan clair de décarbonation, tant le Québec tant que le Canada. Merci. Oui, donc je vous entends bien. Il faut, c'est tous les secteurs d'activité qu'il faut mobiliser pour arriver à réduire le plus possible d'émissions de gaz à effet de serre et se préparer tout le monde ensemble aussi pour arriver à le faire d'une façon la plus juste possible. J'aimerais revenir sur un élément, Dimitri. Vous avez parlé de production et de consommation d'énergie dans un contexte là, peut-être plus spécifiquement d'économie circulaire, d'écologie industrielle. Vous avez mentionné ces notions-là. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples un petit peu plus concrets? Là? Je ne suis pas sûre que c'est tout le monde qui arrive à faire le lien entre ces notions. Oui, tout à fait. Puis d'abord, j'aimerais juste peut-être apporter une petite précision parce que souvent on associe les entreprises énergétiques et l'ensemble de leurs activités à la production de gaz à effet de serre, alors que des entreprises souvent utilisent de l'énergie pour leurs besoins, pour leur consommation interne et produisent des produits qui sont utilisés, mais qui sont consommés et dont les émissions de gaz à effet de serre souvent sont émises à la consommation. Donc, pour moi, l'aspect consommation par les consommateurs, c'est pas,
c'est un autre aspect. Puis ça, c'est beaucoup plus aux autorités puis à la société là, d'identifier les moyens par lesquels on va réduire la demande, si on veut, de ces produits-là. Maintenant, en ce qui a trait aux besoins internes de ces entreprises-là, quand on a plusieurs entreprises qui sont situées à proximité les unes des autres, on peut créer des synergies, on peut créer puis en fait, il y a deux types de synergies. On parle de synergie souvent de substitution où on remplace euh, un- un- une entrée, où on remplace l'arrivée d'un flux, que ce soit d'énergie ou de matière, par un extrait d'une autre usine qui, lui, n'en a pas besoin ou que considère comme une matière ou un flux résiduel. Et donc, on crée vraiment un écosystème, un peu comme dans la nature, où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, on est capable, lorsqu'on a un pôle industriel d'importance, de créer justement cet écosystème où on vise à fermer les boucles de production. Et nous, en 2014, on avait fait justement, suite à la fermeture de la raffinerie, on a fait faire une étude par l'École polytechnique de Montréal pour essayer justement d'identifier quels pouvaient être un peu les créneaux ou les secteurs porteurs qu'on pouvait implanter ou qu'on pourrait valoriser dans l'Est de Montréal. Et l'étude avait rapidement identifié, puis en fait, Polytechnique s'est inspiré de ce qui se faisait ailleurs sur la planète, avait étudié plusieurs modèles similaires, dont celui au Danemark, le Kalundborg, que plusieurs connaissent, puis avait utilisé une approche, vraiment une méthode scientifique pour essayer de regarder tous les intrants, tous les extraits du pôle industriel de l'Est, puis d'intégrer une soixantaine de procédés, de technologies propres à l'intérieur de cet écosystème-là pour identifier justement le potentiel de création de synergie. On avait identifié à peu près 8 pistes intéressantes, notamment tout ce qui touchait à la valorisation des matières résiduelles. Donc, ça permet de dire, par exemple, ben, on pourrait utiliser des gisements urbains, des résidus urbains pour faire différents sous-produits, par exemple via un procédé de gazéification. On pourrait notamment utiliser des matières résiduelles qui ne peuvent pas, puis on respecte toute hiérarchie des 3 RV. Souvent, on va identifier, on va dire, ah ben, plutôt que de faire de l'énergie, on devrait faire du compostage, tout à fait. Plutôt que de faire du compostage, on peut faire de la biométhanisation, par exemple. Mais il y aura toujours une partie des résidus qui sont des déchets ultimes. On a un pôle de santé qui est très important où les résidus ne peuvent pas être compostés ou envoyés à l'enfouissement parce que justement comportent certains risques. Donc, toute la gestion des déchets biomédicaux, par exemple, pourrait faire l'objet d'un procédé de traitement thermique et d'en faire des produits à valeur ajoutée qu'on peut réintégrer dans la boucle de production. Et donc, cette étude-là avait vraiment permis d'identifier plusieurs procédés, notamment la gazéification, la cogénération et d'autres, qui permettaient justement de créer des synergies de mutualisation, de substitution pour justement réduire nos besoins et de l'approvisionnement d'énergie fossile pour justement continuer à produire justement différents produits, notamment que ce soit du polyester ou que ce soit des produits du carburant renouvelable, du biodiesel, par exemple. Et donc, de continuer à combler certains besoins qui ne peuvent pas être comblés par des énergies telles que l'hydroélectricité, par exemple, parce que on s'entend que l'hydroélectricité ne peut pas remplacer l'ensemble de nos besoins énergétiques. Quand on parle de transport lourd, de transport aérien, ben on a quand même besoin d'autres formes d'énergie. Donc, pourquoi ne pas les produire selon les meilleures pratiques localement avec justement un écosystème qui est bien intégré, qui est bien circulaire. Et donc, et d'ailleurs, il y a d'autres études là, faites par HEC Énergie là, qui permettent justement euh, d'identifier certaines cibles. Là. Voilà. Merci beaucoup. Une question pour Audrey maintenant. Donc, vous travaillez en consultation auprès autant du secteur privé, industriel, institutionnel, avec des organisations environnementales, de coopération internationale. Donc là, vous avez une vision assez large et multisectorielle. Donc, je serais intéressée d'avoir votre avis sur le fait, est-ce que selon vous, la décarbonation, elle est amorcée en silo?
Est-ce qu'il y a assez de collaboration intersectorielle, comme on dit depuis le début, que ça concerne un peu tous les secteurs et qu'on doit planifier un peu tous ensemble cette transition? Ben, c'est une excellente question. C'est sûr que tout le monde est concerné. Donc, tout le monde doit faire sa part d'effort dans la décarbonation. Puis, l'enjeu actuellement, c'est que chaque secteur va pointer l'autre du doigt. Donc, le secteur résidentiel va pointer l'industriel va pointer le résidentiel. Bon, il y a des défis à chacun des secteurs, mais il n'y en a pas un tu sais, qui est plus responsable que l'autre. Tu sais, chacun des secteurs a sa part à jouer dans la décarbonation. Fait que je pense que déjà d'entamer une démarche tu sais, où tout le monde dit OK, on va se serrer les coudes puis on va le faire ensemble, ça serait déjà un bon pas dans la bonne direction. C'est à l'image des COP, tu sais, depuis combien d'années est-ce que les pays du Sud disent ah ben c'est les pays du Nord qui doivent faire ça en premier, puis les pays tu sais, du Nord, c'est comme tout le monde se pointe le doigt, là, peu importe non, c'est un peu un réflexe défensif. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit des efforts en efficacité énergétique dans tous les secteurs. Fait qu'il y a eu des améliorations notables, autant dans le secteur résidentiel, commercial, industriel. L'efficacité énergétique, c'est un bon exemple du progrès qu'on peut avoir fait déjà. On n'a pas atteint le potentiel maximal. Il y en a toujours, il y a encore du chemin à faire, mais quand même, c'est un bon exemple où chaque secteur contribue à l'efficacité énergétique. Euh, mais collaboration, oui, c'est important. Mais collaboration, tu sais, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette collaboration-là existe? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des lieux de dialogue ou des espaces où il y a des parties prenantes qui représentent ces différents secteurs-là qui discutent pour pour revenir un peu à ce qu'on disait tantôt, une planification. Euh, il faut avoir une vision macro, finalement, de l'ensemble. Si on pense, par exemple, au concept de budget carbone, de dire, OK, bon, dans la transition, on va devoir réduire nos émissions, donc on alloue aux différents secteurs une quantité d'émissions X. Et dans le temps, on réduit cette quantité d'émissions-là et chaque secteur fait sa part en ayant son budget carbone qui est réduit dans le temps. Et là, chacun peut se concentrer sur ses propres défis, mais on a fait une planification en conjointe pour dire, OK, bon, mais combien de droits d'émission on accorde à ces différents secteurs-là et comment est-ce qu'on prévoit la trajectoire de réduction des différents secteurs dans le temps. Parce que c'est sûr que si tout le monde, demain matin, ben, il va manquer d'énergie renouvelable si on fait une transition rapide pour tout le monde, fait que c'est de planifier ça dans le temps. On peut penser à cet exemple, d'avoir beaucoup d'attentes envers ce fameux PGIR là, qui est annoncé, donc le plan de gestion intégrée des ressources énergétiques qui prendrait forme là, dans le cadre du projet de loi 69 sur l'avenir énergétique du Québec, là, qui est le projet de loi qui a été débattu à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. Le PGIR, dans le fond, serait une forme de planification où on dirait on fait une forme d'allocation de quel type d'énergie, quel sera l'apport de chaque type d'énergie aux besoins pour rencontrer les besoins énergétiques de la société dans un contexte de décarbonation. Donc, donc, en faisant ça, nécessairement, on a besoin de comprendre quelle quantité d'énergie on attribue à chaque secteur. Donc, on peut imaginer en tout cas, ça serait souhaitable qu'il y ait des dialogues intersectoriels dans le cadre de la planification de ce plan-là intégré des ressources. Une autre forme de silo qu'on voit, sinon, c'est aussi les silos géographiques. Donc là, on parle beaucoup du Québec, mais pour réussir cette décarbonation-là, on doit aussi faire tomber les barrières géographiques. Donc, par exemple, si on pense à la façon qu'on va devoir faire évoluer notre réseau électrique dans le futur, donc, il ne faut pas juste le penser sur la géographie du Québec, mais il faut le penser nord-américaine au complet. Donc, planifier des interconnexions entre les provinces. Avec les États-Unis, par exemple, il y a des endroits sur le continent où il y a des quantités importantes d'énergie solaire à des moments de la journée. Donc, peut-être que ces régions-là vont contribuer plus à fournir le réseau électrique à des moments de la journée où on pense à des vents ou des régions où il y aurait plus d'éolien. Et là, d'autres moments où ça va être l'hydroélectricité qui va prendre la relève. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que on puisse bénéficier du plein potentiel de chacune des ressources en fonction d'où elles sont sur le territoire et d'en faire bénéficier l'ensemble de la région là, pour que ce soit au moindre coût, finalement, au lieu que chaque région
développent du potentiel, des capacités de production qui seraient superflues s'ils ne bénéficiaient pas des surplus qu'il y avait à côté, là. Merci. C'est vraiment intéressant. J'ai envie d'ouvrir la question aussi à Dimitri et Martin. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à dire par rapport à ça, au besoin de briser des silos, à la collaboration intersectorielle. Martin? Ouais, un peu tous en silo. Le gouvernement, euh, les compagnies, les syndicats, un paquet de parties prenantes qui devraient travailler ensemble. C'est pour ça que je disais, ça prend une législation qui vienne encadrer. Puis j'entends Audrey, nord-américain. Je ne suis pas sûr que ça va arriver demain matin où on va avoir ce plan-là avec les Américains. Quoique, je donne un exemple. Nous, le syndicat des métallos, on est international. Quand il y a des problèmes entre les industriels entre les deux, ben pas casque blanc, mais pas loin, on intervient, puis notre syndicat intervient des deux côtés de la frontière avec la même position. Mais ça prend minimalement des législations qui nous obligent à. Parce que présentement, tout le monde le fait chacun de son côté. Puis nous, à FTQ, au niveau de notre comité environnement, on rencontre tout le monde. On a rencontré des organismes environnementaux, de la société civile, des employeurs, le gouvernement du Québec, mais pas en tant que comité pour avoir de l'information. Fait qu'on fait tous nos devoirs, chacun sur notre bord, puis on le dit, en tout cas au niveau des syndicats internationalement, il n'y en a pas de chasse gardée, il n'y en a pas de je suis meilleur que toi puis j'ai plus d'informations. On doit tout partager, on a un problème commun. Il faut réduire les GES, ça commence à presser de plus en plus. La planète se réchauffe, puis moi j'ai des enfants, puis j'aimerais bien ça que mes petits-enfants puissent vivre sur une planète qui soit viable. Ben, c'est fatigant de dire qu'on n'est pas capable de le faire. Mais pour ça, ça prend des législations. Faudrait que quelqu'un au Canada mette ses culottes. Je ne veux pas rentrer dans la politique là, avec ce qui se passe, mais ça prendrait quelqu'un au Canada qui mette ses culottes, quelqu'un au Québec qui mette ses culottes, puis qui nous oblige à travailler ensemble, puis qui nous dirige vers des plans. Et pas des plans juste pour se faire réélire. Là. Il est là notre problème. C'est notre modèle de gouvernance. On comprend, mais c'est pour ça que je disais, Audrey, tantôt, c'est pas demain la veille qu'on va travailler avec les Américains sur ça. Ça risque d'arriver à un moment donné. Il va y avoir un prix à ça. Mais bon, euh, c'est de longue haleine. Commençons par le faire chez nous. Faisons des législations qui nous obligeront à travailler en silo. Puis la FTQ est ouverte à travailler avec n'importe quel partenaire pour faire de la décarbonation une réussite. Fait que je lance le message. On est là, on travaille déjà avec les employeurs, puis je fais un petit encore. Je parlais de transition juste tantôt. On fait des laboratoires de transition juste. J'en parle pas trop parce que c'est quoi un laboratoire de transition juste? La FTQ, ses affiliés avec les employeurs directement prennent entente. On fait le portrait des GES dans l'entreprise, comment on peut décarboner. Et on travaille ça ensemble sur l'acceptabilité sociale avec de l'aide de professionnels pour s'assurer qu'au bout, ça fonctionne et que les gens soient heureux. Fait qu'on le fait, on veut donner la recette aux autres affiliés. Quand je disais tantôt, on garde pas ça pour nous autres. C'est pas quelque chose que je fais de l'argent avec puis je vais te le vendre. La planète, là, ça se négocie pas, l'environnement. Merci. Merci. Peut-être juste pour compléter, puis effectivement, la notion de silo dans le contexte de lutte au changement climatique, je pense qu'il faut l'éliminer ou l'éviter de façon presque très vigoureuse. Là. Et je m'explique. D'abord, par exemple, une des solutions qui avait été envisagée là, dans le cadre d'études qu'on avait fait faire, c'est toute la question là, par exemple, du chauffage des routes. Vous allez me dire, c'est quoi le chauffage des routes? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Simplement pour dire, par exemple, on a dans un parc industriel, souvent, on a de l'énergie résiduelle qui n'est pas nécessairement utile pour des besoins de production ou de fabrication ou quoi que ce soit, mais qui a des niveaux suffisants, par exemple, pour faire du chauffage, soit de serre, soit de... Et puis l'idée le concept, par exemple, de chauffage des routes, c'est-à-dire, on peut utiliser de l'énergie à basse température pour chauffer les routes. Ça réduit d'abord tout le processus de gel-dégel, donc ça améliore ou ça augmente la durée de vie de nos infrastructures. Ça élimine le besoin, par exemple, de déneiger en hiver, donc ça réduit les coûts. Et donc, ce concept de profiter un peu. Donc, par exemple, une municipalité qui a accès à un parc industriel qui a de l'énergie, par exemple, pourrait travailler dans le cadre
de tout son investissement d'infrastructure, de dire, ben écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer, par exemple, la collaboration avec un parc industriel pour utiliser une partie de l'énergie résiduelle qu'ils ont pour être plus efficace dans l'opération de nos infrastructures, par exemple. Donc, pour moi, ça, c'est un aspect là, de briser des silos qui m'apparaît important. L'autre chose aussi qui est importante de souligner en termes de briser des silos, c'est quand on a des entreprises qui ont plusieurs établissements à travers la planète, par exemple. Puis on a des endroits où on est plus efficace que d'autres parce qu'on a accès soit à de la technologie plus récente, parce qu'on a accès à de l'énergie renouvelable. Des fois, on peut être tenté de déplacer notre production. Fait que globalement, l'empreinte de la corporation ou de l'entreprise diminue parce qu'on déplace notre production d'un endroit moins efficace à un endroit plus efficace. C'est sûr qu'à l'échelle locale, il y a quelqu'un qui est perdant, quelqu'un qui est gagnant, mais globalement, la planète, il gagne. Donc, ça aussi, pour moi, c'est des silos qui peuvent des fois apparaître et dire, ben, on va mettre en place une réglementation qui va forcer les entreprises à réduire, mais l'entreprise, elle, quand elle regarde ses cibles de réduction ou ses cibles de lutte au changement climatique, bien souvent, elle va regarder l'ensemble de ses activités. Elle va dire, ben écoute, je vais augmenter ici, je vais réduire ici, je vais déplacer des choses, faire en sorte que globalement, je réduis mon empreinte. Donc, ça aussi, pour moi, c'est des silos aussi qu'il faut briser. Et donc, c'est important de garder ça en tête là, dans le cadre de nos objectifs. Là. La Merci. FTQ, dans les silos, il y avait la FTQ Construction. C'est un syndicat de travailleurs de la construction qui a lancé un programme de transition juste où il y avait deux mesures. Il y en avait plusieurs, mais deux intéressantes. C'est sur l'économie circulaire des résidus. Donc, pas juste mettre un prix sur les matériaux résiduels, mais il avait commencé en Estrie, il démontait une maison, il y avait des containers en avant, il classait les résidus dedans, puis des compagnies locaux venaient les prendre gratuitement au début pour partir cette circularité-là des résidus. Puis il avait émis le souhait qu'on fasse plus d'éco-conception, parce que si on veut réutiliser après, ben faire l'éco-conception des maisons tout de suite pour être capable de les redéfaire plus facilement et même réutiliser. Il y a même un membre de la construction, c'est les briques. Il a développé une machine pour nettoyer les briques. Là, c'est pas ça qu'on fait. On démolit des murs de briques, on les jette, puis on en fait venir, puis ça vient souvent d'ailleurs. Ça coûte excessivement cher. Ben, il a développé une machine, on rentre la brique dedans, elle se nettoie toute seule, on revient, on la réinstalle tout de suite. Ben, c'est le genre d'innovation qu'on a besoin. Puis c'est des travailleurs qui pensent à ça. Quand je disais tantôt, là, faut qu'on soit impliqué plus les travailleurs dans ces processus-là. Il y a des innovations possibles. Puis oui, les travailleurs, c'est pas comme les compagnies qui font d'ingénierie, mais amener de l'eau au moulin et être capable de tout travailler ensemble, c'est ce qui va faire qu'on va réussir. Merci. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant, une question peut-être plus pour Dimitri et Audrey. Qu'est-ce que la résilience énergétique pour vous? Puis comment on pourrait y arriver? Ben, je peux peut-être commencer parce que c'est un terme que j'utilise quand même fréquemment. Puis, tu sais, je pense qu'au Québec, on a cette notion qu'on peut tout électrifier parce qu'on a accès à d'importantes quantités d'énergie renouvelable. Puis je pense que la société, au sens large, envisage, puis Audrey l'a bien mentionné, tu sais, l'idée, c'est pas, quand on parle de lutte au changement climatique, quand on parle de décarbonation, il ne s'agit pas de remplacer une forme d'énergie par une autre. Tu sais, je pense que ça, c'est important de le garder en tête parce qu'effectivement, on n'arrivera pas à combler l'ensemble de nos besoins. Tu sais, la société moderne a vécu pendant des années sur une abondance d'approvisionnement énergétique, puis là, aujourd'hui, ben, on s'aperçoit qu'il va falloir faire des choix, puis il va falloir réduire un peu notre. Mais au Québec, malgré tout, on a quand même un portefeuille énergétique qui est quand même assez intéressant. Tu sais, je pense qu'on est un des endroits où la production d'énergie renouvelable est la plus élevée. Tu sais, c'est pas la même situation, par exemple, si on va chez nos voisins juste ailleurs au Canada, puis encore moins quand on va aux États-Unis. La production d'énergie renouvelable, bien qu'elle est en augmentation, et pas au niveau où on a au Québec, par exemple, avec Hydro-Québec qui approvisionne ou qui comble à peu près la moitié de nos besoins énergétiques. Ceci étant dit, puis je l'ai abordé tantôt, c'est important quand même de regarder, d'avoir accès à des formes d'énergie aussi alternatives, parce qu'il peut arriver des situations, par exemple, où l'approvisionnement peut être interrompu. Tu sais, on a vécu plusieurs crises du verglas
Ça fait en sorte que ça met notre réseau à terre, mais pendant ce temps-là, il faut quand même continuer à poursuivre certaines activités. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir accès à un approvisionnement énergétique alternatif. On le voit en Europe, qui est dépendant du gaz naturel, par exemple, qui provient de la Russie, avec tout ce qui se passe actuellement en Ukraine. Ben, ça met beaucoup de pression sur les pays d'Europe pour revoir un peu notre. Fait que pour moi, la question de la résilience énergétique, la façon dont je le vois ou la façon dont je le vis, c'est de dire, ben, est-ce qu'on est capable de trouver des alternatives et profiter un peu du fait qu'on a accès à différentes formes d'énergie pour s'assurer que l'énergie que l'on produit est la plus efficiente possible, à l'empreinte la moins élevée possible. D'ailleurs, il y avait un projet il y a quelque temps, là, un projet de production de carburant d'aviation renouvelable, là, projet de SAF Plus dans l'est de Montréal, qui visait justement à développer les technologies qui permettaient de produire du carburant d'aviation renouvelable. Il y avait un autre projet, par exemple, pour produire de l'huile pyrolytique à partir de résidus forestiers. Donc, tous ces projets-là, pour moi, m'apparaissent quand même comme importants à maintenir et à poursuivre et à soutenir afin d'assurer justement d'avoir accès à différentes formes d'énergie, puis de s'assurer d'avoir la bonne énergie à la bonne place. Et lorsque la situation le demande, ben, qu'on puisse remplacer une forme d'énergie par une autre, que ce soit de façon temporaire ou de façon permanente, mais quand même d'avoir cette résilience et de ne pas être dépendant à une seule forme d'énergie. Parce que le jour où il arrive quelque chose, ben on devient dépendant de sources externes et tout ce que ça comporte comme risque et comme défi. Fait que c'est pour ça, je pense en tout cas qu'au Québec, ben, il faut quand même regarder, il faut maintenir là, une perspective de développement énergétique là, qui n'est pas juste axée sur une seule filière, mais sur plusieurs filières. Effectivement, Dimitri ramène des bons points. Tu sais, je pense que face aux événements climatiques extrêmes qui vont augmenter, inévitablement, c'est de préparer nos systèmes énergétiques pour faire face à ces événements-là extrêmes. Donc, que ce soit d'adapter le réseau, les infrastructures énergétiques pour qu'elles soient plus résilientes. Fait que ça peut être une forme de résilience. Puis d'ailleurs, je souligne les travaux d'Uranos, qui est le consortium de recherche là, en adaptation au changement climatique, qui font du très bon travail pour voir comment adapter nos infrastructures énergétiques là, face au climat changeant. Puis ensuite, il y a plus là, OK, bon, dans le concret, comment est-ce que comment chaque secteur s'adapte pour être résilient, donc en cas de panne ou en cas de bris de service à l'électricité, qui est notre source d'énergie là, principale là, dans nos bâtiments. Donc, par exemple, ces solutions-là peuvent changer d'une région à l'autre. On peut imaginer la région, par exemple, qui ait la biomasse peut jouer un rôle pour combler un besoin. Il y a déjà des centrales de cogénération à certains endroits qui pourraient jouer un rôle davantage quand il y a des bris de service ou, par exemple, à Montréal, on n'aura peut-être pas de centrale de biomasse à Montréal, mais un exemple, ça pourrait être de penser dans le futur où les véhicules électriques, les autobus électriques vont pouvoir à leur tour donner de l'énergie. Donc, ça deviendra des batteries, entre guillemets, locales sur lesquelles on ne fait pas juste charger la voiture électrique, mais dans l'autre sens, le véhicule nous donnera pendant quelques heures de l'énergie au moment où il y aura une panne. Fait qu'on peut penser à cette vision-là d'un réseau énergétique qui est plus résilient. Un exemple, on pense à la production en serre, par exemple. Les producteurs, depuis longtemps, comprennent que si leur système de chauffage brise en hiver, leurs tomates vont perdre leur production. Donc, déjà, il y a de la résilience qui est mise en place dans ce cas, des initiatives de résilience. Donc, si on prend un exemple d'une serre qui est chauffée à la biomasse et que là, le système brise pour une raison quelconque, un bris mécanique dans la chaudière, toutes les serres ont des systèmes d'appoint qui viennent prendre le dessus quand il y a un bris au niveau de la serre. Fait que ça, c'est du système de biomasse. Fait que ça, c'est un exemple de résilience multisource où on a
différentes sources d'énergie à notre disposition pour être capable d'être flexible selon la situation. Je parlais tout à l'heure de l'étude qu'on avait faite en santé. Dans les hôpitaux, c'est un très bon exemple de comment planifier la résilience. Si on a un bris ou une panne du réseau électrique, comment s'assurer que les hôpitaux vont continuer à être fonctionnels. Puis actuellement, on n'a pas le choix dans l'électrification des hôpitaux de s'assurer de conserver les chaudières au gaz naturel. Il n'y a pas nécessairement d'alternative actuellement qui nous permettent d'éliminer le gaz naturel comme source d'appoint. Mais dans le futur, on pourrait penser à d'autres solutions comme du stockage, par exemple, des batteries qui sont de plus grosse capacité. Ou il y a un très bon exemple d'un hôpital à Toronto, en fait, qui a installé un système de chauffage assez innovant où ils vont chercher leur énergie dans les systèmes d'égout. Donc, peu importe ce qui se passe avec le réseau électrique, si les piliers vont s'effondrer à cause d'une crise du verglas, ben, il va toujours avoir de la matière organique dans les réseaux d'égouts. Donc, eux, ils restent résilients face à cette situation-là. Fait que ça, c'est un super bel exemple que j'aime utiliser. Euh, donc, les solutions vont être locales en fonction du contexte dans la résilience, mais définitivement, une plus grande diversité des sources d'énergie disponibles est une des formes pour permettre la résilience là, dans l'évolution du climat. Merci. Effectivement, c'est parce que là, on parle beaucoup de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est sûr qu'il y a aussi l'adaptation au changement climatique. C'est intéressant de les penser ensemble aussi dans notre planification intégrée multisectorielle. C'est un des ingrédients également à ne pas négliger. Donc, j'ai autre question plus générale et qui peut s'adresser à toutes et tous d'entre vous, chers panélistes. Est-ce que vous pensez que le contexte québécois et canadien tel qu'il est permet une réelle décarbonation de notre économie, puis un accompagnement de divers secteurs économiques? On a déjà eu quelques réponses jusqu'à maintenant, mais j'aimerais vous entendre un petit peu plus là-dessus. Je vais y aller pour te répondre non, puis j'aurais fini. Mais non, mais je donne l'exemple avec l'histoire de Nordvolt, puis l'attribution des kilowatts, puis avec ce qu'on a comme électricité. On le voit, mais faisons le parallèle avec les subventions qui sont saupoudrées par nos deux paliers de gouvernement présentement. Il n'y a pas de mesure c'est plus par entreprise ou par ami du parti, sans être méchant. Il n'y a pas de mesure sectorielle. Il n'y a pas de mesure. On avait des subventions pour acheter des voitures électriques. Donc, tous les citoyens pouvaient y avoir accès. Mais pourquoi il n'y a pas de mesure sur la décarbonation pour tout le monde? Tu sais, là, on saupoudre puis on dit on va décarboner cette usine-là. Mais on oublie de dire qu'on la modernise aussi, puis qu'on paye tout le nouvel équipement. Oui, ils vont être plus verts, je comprends ça, mais c'est quasiment secondaire. Parce que à l'entreprise, puis il y a des multinationales qui reçoivent de l'argent, c'est incroyable. Puis tu te dis, oui, au bout de la ligne, il va y avoir de la décarbonation, mais c'est peut-être pas l'objectif premier quand tu le vois, le montant qui est donné. Ça devrait être accessible à tous. Puis non, il n'y a rien en place pour être capable de faire ça de façon concertée. Je parlais de plan tantôt, là, mais de façon concertée, que tout le monde puisse le faire concerté, tant au Canada puis au Québec, puis pour avoir parlé à beaucoup d'autres provinces aussi, à des dirigeants d'autres provinces, c'est la même chose. On est encore dans la politique de saupoudrer des subventions quand l'urgence de 1,5, on n'est plus là, là. Il va faire chaud tantôt, mais on n'est plus là, puis il y a une urgence d'agir, puis on ne le fait pas. Fait que, je suis parti avec non au début, là, mais non, effectivement, faut que de façon plus importante, il y a de la concertation, puis tout le monde soit capable de travailler ensemble, puis de mettre les choses sur la table pour le faire. Je peux peut-être compléter, puis tu sais, je pense qu'il faut au Québec, comme je le mentionnais tout à l'heure, tu sais, on est quand même relativement privilégié parce qu'on a accès à d'importantes quantités d'énergie renouvelable. Puis effectivement, tu sais, l'utilisation de cette énergie-là pour décarboner peut être un moyen intéressant, puis dans ce contexte-là, ça peut se faire. Tu sais, je donne l'exemple, on avait une usine dans l'est de Montréal qui voulait remplacer sa production d'hydrogène gris par d'hydrogène vert, mais pour ce faire, avait besoin d'un bloc d'énergie qui malheureusement n'était pas disponible. Donc, pour elle, ben, sa décarbonation devait attendre jusqu'au moment où le gouvernement allait lui attribuer là, un bloc d'énergie pour qu'elle puisse faire sa décarbonation. L'autre chose, je pense, qui est important de mentionner, c'est que selon, puis que je regarde un rapport qui avait été fait par HEC Énergie qui disait que la majorité des émissions de GES du secteur industriel sont de sources non énergétiques, donc c'est
une partie importante des GES émis proviennent justement des procédés. Et la décarbonation de ce secteur-là est relativement difficile parce que ça implique des changements de procédés, ça implique du développement technologique. Donc, il va falloir ou il faudra quand même investir dans l'innovation. Et pour moi, ça, c'est un élément clé. Toute la recherche et le développement va permettre justement d'atteindre nos objectifs de décarbonation, parce que sinon, la technologie actuelle, puis la demande actuelle, puis le contexte actuel, je pense, ne nous permettra pas d'atteindre les cibles qu'on s'est fixées. Peut-être pour répondre à la question, je suis peut-être sceptique dans l'atteinte de nos objectifs. C'est possible, mais il va falloir être un peu plus rigoureux dans notre approche. Il va falloir investir dans l'innovation, puis il va falloir vraiment regarder la décarbonation comme un tout. Plutôt que d'y aller, comme on l'a dit tantôt, plutôt que de travailler en silo, puis de regarder, on va décarboner le transport, on va décarboner l'industrie, on va décarboner telle chose. Le transport, on veut favoriser justement le transport collectif, ça veut dire qu'il faut investir dans le transport collectif, puis ça, c'est une façon de décarboner. Ça permet aussi de développer des territoires, d'augmenter la densification, de réduire le besoin d'avoir des maisons plus petites, mais aussi de favoriser des emplois plus proches de nos lieux de résidence. Donc, il faut vraiment le regarder comme un tout. Je peux ajouter aussi dans la discussion, je suis quand même optimiste, je vous dirais, du contexte dans lequel on est. C'est pas parfait, ça va jamais assez vite, évidemment. Mais c'est quand même un défi énorme, puis il n'y a personne qui a fait ça avant. Fait que c'est sûr que c'est d'avancer à tâtons, on veut bien faire les choses, et ça avance peut-être pas assez vite à cause de ça, mais si on revient dans le contexte énergétique québécois, on est quand même dans une bonne posture considérant la prépondérance de l'hydroélectricité dans notre système. On est déjà à une longueur d'avance, donc on est bien positionné. On est probablement une des juridictions dans le monde où on est comme parmi les mieux positionnés pour atteindre ce défi-là. Donc, je pense qu'on a un certain avantage là et tant mieux si on peut faire des erreurs et après ça montrer la bonne voie à d'autres qui partent de plus loin à côté. Après. Mais dans le fond, c'est sûr que si on regarde par rapport au reste du Canada, il y a d'autres provinces qui sont un peu dans une situation similaire au Québec avec une présence importante d'hydroélectricité, mais c'est sûr que dans d'autres provinces comme l'Alberta et la Saskatchewan, ça va être beaucoup plus difficile. C'est pas le même contexte énergétique. Ça va être des grands défis. Et d'où l'idée de travailler de façon interrégionale parce qu'ils auront peut-être besoin de nous autres, justement. Mais ce que je voulais mentionner, c'est quand même quelques initiatives qui valent la peine d'être mentionnées parce qu'il y a toujours une crainte de réglementer. Hein, les gouvernements sont pas très friands de mettre de la réglementation puis de mettre des bâtons pour obliger des façons de faire. Mais on voit des choses qui ont été mises en place qui sont des formes de réglementation qui nous amènent quand même dans la bonne direction. C'est pas parfait, c'est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on souhaite, mais quand même, c'est des pas importants. Il y a le projet de loi 41 qui a été annoncé au printemps, ce qui est le projet de loi sur la performance environnementale des bâtiments. Donc, ça va prévoir la cotation énergétique, la divulgation des émissions de gaz à effet de serre puis de l'énergie consommée et des cibles de performance dans les bâtiments. Donc, c'est le commercial, là, incluant le multirésidentiel d'une certaine taille, qui sont assujettis par cette réglementation-là. Donc, ce que ça va faire, c'est que dans le temps, il va y avoir des cibles de performance et les bâtiments qui ne rencontreront pas un certain niveau de performance énergétique en termes de quantité d'énergie consommée ou de gaz à effet de serre seront pénalisés. Donc, on force le parc de bâtiments à s'améliorer et à être plus performant, autant en termes d'efficacité énergétique que de réduire les gaz à effet de serre. Donc, ça, c'est excellent que ça a été mis en place. On aurait peut-être eu besoin de ça il y a 10 ans, mais quand même, au moins, ça, c'est annoncé, c'est adopté. Et les détails de la réglementation du projet de loi devraient être annoncés sous peu. Il y a cette semaine où le gouvernement a annoncé, dans le cadre de la COP, qu'il allait avoir un retrait du gaz naturel dans les bâtiments d'ici 2040. Donc, il n'y aura plus aucun bâtiment qui va pouvoir être chauffé au gaz naturel au Québec d'ici 2040. C'est quand même, gaz naturel fossile, c'est quand même ce que moi je trouve intéressant dans le contexte.
qui nous donne espoir, c'est que Énergir, qui est la principale gazière qui distribue le gaz au Québec, est d'accord et engagé et est impliqué dans cette décision-là. Donc, ils sont d'accord, eux, de transformer leur façon de travailler ou leur modèle d'affaires pour s'adapter à cette réglementation-là changeante et faire en sorte que ben, ça ne sera plus du gaz naturel fossile qui va être distribué dans les bâtiments et ce sera d'autres sortes, que ce soit du gaz renouvelable ou autre. Là, tu sais, qui sait qu'est-ce qui sortira de cette transformation-là. Mais quand même, ce sont des pas dans la bonne direction. Au niveau industriel, on a déjà la bourse du carbone, le système de plafonnement, d'échange. Bon, il y a des lacunes, peut-être qu'il y a trop de crédits qui sont émis, mais de toute façon, c'est quand même un système en place qui permet de réduire les émissions dans le secteur industriel. C'est un bon mécanisme, faut juste l'utiliser pour qu'il puisse faire vraiment ce qui est prévu de faire, là, de permettre de réduire les émissions de façon substantielle. Et puis, évidemment, ben, un gouvernement qui est vraiment engagé dans la décarbonation, mais ça va venir avec les budgets nécessaires pour le permettre aussi, là. Il y a des subventions à la pièce, j'ai entendu des critiques par rapport à ça, puis effectivement, c'est peut-être pas assez intégré. Il y a peut-être des budgets additionnels comme vous d'être annoncés pour avoir de l'action plus en profondeur, mais quand même, ce sont des éléments qui sont de l'ordre de la réglementation, qui ont été annoncés et ils sont en train d'être mis en place, qui nous amènent quand même dans une direction vers la décarbonation. Merci. Justement, on parlait de la COP, effectivement, c'est très d'actualité. Ce serait quoi les engagements qu'on pourrait espérer là, d'autres, peut-être, de la part du Québec après cette COP-là, et même dans le futur aussi, là, on peut sortir de ce contexte de COP 29 également, puis rêver un peu. Quels engagements vous aimeriez avoir de la part du Québec et du Canada qui bénéficieraient le plus possible aux enjeux qu'on a soulevés pendant ce panel? Martin? Je peux commencer. Oui, depuis tantôt, Charles, puis on a des revendications, puis je l'ai dit, pour nous, on prend ce que le gouvernement devrait faire, puis on essaie de le faire au niveau local. Donc, à un moment donné, il faut être capable de. Puis j'ai hâte à la COP 30 l'année prochaine pour voir les rapports d'NDC puis les cibles qui seront faits. Mais c'est d'engager nos gens, c'est de conscientiser nos gens. J'arrête pas de dire qu'on a des revendications, mais on travaille en amont chez nous, puis on va continuer à conscientiser notre monde. La transition énergétique, la transition juste qui doit être faite pour les travailleurs, il faut que nos travailleurs veulent y participer. Ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, puis ça fonctionne. On a justement le 28 novembre prochain, tous les syndicats de FTQ, une journée sur la transition juste. On n'aurait pas pensé ça il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, même il y a 5 ans. Donc, on continue à travailler puis à conscientiser nos gens pour qu'ils prennent part. Parce que avec la société civile, on travaille beaucoup avec Canarac, ben, avec la société civile, être capable d'engager tout le monde. Puis que il y a des changements qui vont être obligatoires, puis il y a des gens qui voient ça comme le diable. On parle des gens dans l'Ouest canadien, ça va être difficile dans les sables bitumineux. Nous, on a des membres, puis on parle de transition juste, le diable. Mais j'ai donné une conférence nationale où ces gens-là étaient là l'autre fois. On a eu des discussions. Ça a fini tard le soir. Mais conscientiser le monde qui accepte. L'acceptabilité sociale, il faut qu'elle soit travaillée. Au niveau des gouvernements, il faut tous travailler ensemble. Il faut briser les silos, les barrières pour être capable de le faire. Puis, nous décider de le faire, on a les bras ouverts, puis on travaille avec ceux qui veulent travailler avec nous autres. Mais il faut que le gouvernement, puis je comprends qu'André disait tantôt, c'est difficile de façon coercitive faire des lois, puis être le plus juste possible, mais minimalement mettre le chemin qu'on travaille ensemble, puis nous obliger à travailler ensemble, tout le monde ensemble pour arriver au même objectif. C'est comme si on nous dit, on dépose un projet de loi, puis venez déposer des mémoires. Puis c'est le fun, on vous regarde, on vous entend, mais on fera rien avec. Ben, il est là le problème. Faut que le silo soit baissé puis qu'on travaille vraiment ensemble. Sortons les caméras, sortons la politique, là. Assoyons-nous puis travaillons ces vrais problèmes. Puis travaillons, on l'a dit tantôt, il manque de plan, il manque de vue d'ensemble. Ben, il faudrait aboutir avec quelque chose, un plan, puis que tout le monde puisse travailler ensemble. Merci, Martin. Un peu pour faire du pouce là-dessus, j'en ai parlé tu sais, brièvement tantôt, un genre de dialogue social en lien avec le PGIR, le plan de gestion des ressources. Je pense que ça a été beaucoup critiqué, le fait qu'il n'y ait pas eu de large débat de société en amont du projet de loi 69 sur l'avenir énergétique, le projet de loi qui va venir
planifier la suite des choses en termes de production d'énergie au Québec. Je pense qu'il y a un débat de société qui est requis à l'image de ce que Martin disait, pour qu'on puisse ensemble se poser les bonnes questions, puis et mettre les balises de ça dans une forme de débat social, exactement, avant de tomber de décider de quelle forme prendra la réglementation, finalement. Je pense que ça serait vraiment super s'il y avait ce débat-là, ou cette initiative-là, ou cette ouverture-là du gouvernement de mener une espèce de dialogue social plus large sur l'avenir énergétique du Québec. Et puis ensuite, tantôt, dans les différentes initiatives que j'ai mentionnées, là, ça visait beaucoup le bâtiment commercial, j'ai mentionné la bourse carbone avec l'industriel, il y a déjà beaucoup de mesures qui visent l'industriel. On dirait que j'aimerais ça qu'il y ait un code de construction beaucoup plus ambitieux pour la construction résidentielle, ben, commerciale aussi, évidemment. À l'image, par exemple, en Colombie-Britannique, il y a ce qu'on appelle le STEP Code, qui est un code avec différents paliers, et le dernier palier va s'approcher, par exemple, des constructions solaires passives. C'est un exemple. Donc, de principes de construction qui sont nécessaires pour transformer notre parc de bâtiments. Je pense que notre code n'est pas assez ambitieux actuellement. Donc, ça vient de toucher la nouvelle construction, mais je pense qu'on doit aussi avoir quelque chose pour la rénovation, pour venir augmenter de façon significative d'améliorer les enveloppes de nos bâtiments. On a beaucoup de bâtiments qui font des passoires énergétiques ça doit être amélioré, mais ça prend des sous, évidemment, pour ces rénovations-là, puis de rénover le parc de bâtiments. Je pense que c'est un vaste chantier. Et puis c'est une belle opportunité dans le cadre de la crise du logement. Pourquoi pas construire des nouveaux logements efficaces? C'est deux pierres d'un coup. Puis le dernier souhait, peut-être, c'est quelque chose de l'ordre de l'accompagnement ou du soutien, d'avoir un genre de guichet ou d'information, plus que de l'information, d'accompagnement au gouvernement pour n'importe quelle organisation qui dit OK, moi, je veux faire un pas dans la bonne direction. Qu'est-ce que je fais? Il y a plein d'aides financières disponibles, mais on ne s'y retrouve pas. Il y a des aides financières auprès d'Hydro-Québec, Énergir, le gouvernement. On commence où? Je pense qu'il y a une nécessité je sais pas, à défaut d'avoir un meilleur terme, de streamline, là, de tenir la main ou d'accompagner les organisations qui ont le désir de faire quelque chose, mais qui ne savent pas par où commencer. C'est pas évident quand on veut faire quelque chose puis qu'on est de notre côté en ne sachant pas trop de par où partir. Fait que quelque chose, de l'investissement, en tout cas du budget en matière de soutien et d'accompagnement, parce qu'il y a beaucoup de ressources qui existent, mais on a besoin de mieux accompagner les organisations pour commencer à faire un pas dans la bonne direction. Je pourrais compléter, puis Audrey touche un point, en tout cas, qui m'interpelle beaucoup parce que, tu sais, souvent, on regarde la décarbonation ou la lutte au changement climatique, surtout d'un point de vue environnemental, puis on écarte souvent l'aspect compétitivité en particulier du secteur économique puis de nos industries. Puis évidemment, je prêche pour ma paroisse, là, mais tu sais, pour une entreprise, évidemment, en bout de ligne, il faut qu'elle soit en mesure d'être compétitive, sinon, ben, elle n'a plus sa raison d'être. Et donc, la lutte au changement climatique va se faire et la décarbonation du secteur industriel va se faire dans la mesure où il va être capable de maintenir sa compétitivité dans un contexte mondial. On a investi au Québec des sommes considérables dans la filière batterie, puis on voit que c'est une filière qui tarde à se développer, qui a certains défis. Puis d'un autre côté, ben, on vient de fermer 2 usines là, dans l'est de Montréal, sans nécessairement broncher, là, puis de voir quel effet. Puis parmi ces 2 usines-là, c'était 2 membres qui faisaient partie de la chaîne du polyester, chaîne qui était unique au Canada. Le seul endroit au Canada où on fabrique du PET, c'est ici à Montréal-Est. Et on vient de perdre ces 2 acteurs-là. Ben, aujourd'hui, l'usine qui fabrique le PET, d'Alpec, ben, doit s'approvisionner de l'extérieur du Canada, des États-Unis et de l'Asie. Donc, pour moi, dans les engagements que j'espère ou dans les engagements que je vois, c'est qu'en tout cas, je n'ai pas d'engagement spécifique, mais je pense qu'il faut que nos autorités soient en mesure de le faire de façon pragmatique, de façon logique, de soutenir
les activités existantes plutôt que de cibler des nouvelles filières, des nouveaux secteurs. Fait que je pense qu'il y a moyen quand même de faire un bon bout de chemin avec les acteurs déjà en place, de soutenir justement, de maintenir cette compétitivité-là de nos entreprises, d'être à l'avant-plan de l'innovation en matière de décarbonation, de soutenir des projets. On a un projet de capture du carbone, par exemple, qui permet de capter le carbone et d'en faire des produits à valeur ajoutée, là, mais c'est une technologie propre qui est en développement. C'est un projet pilote. Ben, avant que ce projet pilote-là atteigne l'échelle commerciale, ben, ça va prendre du temps, ça va prendre des capitaux patients. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a moyen d'engager nos autorités dans ce travail-là, là, dans ce cheminement-là, mais de le faire avec les acteurs déjà en place, puis de regarder comment on peut soutenir notre économie tout en luttant contre des changements climatiques, plutôt que d'aller vers des secteurs pour lesquels on n'a pas nécessairement tout le cadre bien défini et où le marché n'est pas encore développé, parce que là, ça risque de peut-être de passer à côté de certaines opportunités puis de mettre à mal un peu la transition juste, là, comme on parlait tout à l'heure. Merci. Avant que je vous laisse faire des remarques un peu finales ou que je pose d'autres questions, je voulais juste laisser la chance aux participants. S'il y en a qui souhaitaient poser des questions, Agathe vous a fait une petite invitation aussi dans le fil de discussion. N'hésitez pas à en ajouter. Sinon, en Pas attendant, parler, mais s'ils ont pas de questions, s'ils ont peut-être un commentaire à émettre, ça pourrait nous permettre de commenter. tout à fait. C'est possible aussi. Mais en attendant que ça arrive, moi, j'aimerais ça savoir s'il y avait des solutions, des solutions, des stratégies vraiment concrètes pour décarboner différents secteurs qu'on n'a pas encore abordés, que vous aimeriez qu'on puisse aussi mettre sur la table pour avoir une vision la plus globale possible. Moi, j'aimerais ça parler un peu du gaz naturel renouvelable. Je parlais tout à l'heure là, de la loi pour interdire en tout cas, la nouvelle annonce pour interdire le gaz naturel fossile dans les bâtiments. C'est sûr que ce qui est visé comme solution de remplacement, bien évidemment, de l'électricité, mais aussi le gaz naturel renouvelable, parce qu'en période de pointe, donc les moments où tout le monde va avoir une quantité de consommation d'énergie importante, donc quand tout le monde revient du travail, se met à chauffer les bâtiments en hiver, à cuisiner, à prendre une douche, à faire du lavage, bon, toutes nos activités, il y a une grande demande énergétique sur le réseau. Puis là, je parle du résidentiel parce que souvent, dans la période de pointe, là, les industriels vont avoir des tarifs interruptibles, donc ils doivent en tout cas réduire leur consommation ou adapter pour éviter d'ajouter à la pression sur le réseau. Quelque chose qui n'existe pas nécessairement dans le résidentiel. En tout cas, il y a le ILO, là, qui est une forme volontaire là, de réduction de sa consommation d'énergie en pointe. Mais la question de la pointe demeure vraiment importante. C'est un enjeu au Québec avec plus qu'on va s'électrifier, plus que la question de la pointe va être un enjeu. Et le gaz naturel renouvelable est vu comme une solution. Par contre, le gaz naturel renouvelable, c'est pas magique. J'espère que il y aura dans les prochaines années ou mois, ça sera encore mieux, une planification de cette ressource-là, parce que la ressource, elle est limitée. La quantité de matière organique pour faire du gaz naturel renouvelable, elle est limitée et on ne pourra pas produire des volumes indéfinis de gaz naturel renouvelable. Donc, on doit structurer cette filière-là pour voir quelles seront les ressources qu'on va utiliser, en quelle quantité, où est-ce qu'on va prioriser le gaz naturel renouvelable. Donc, on doit structurer cette filière-là de façon à ce que ce soit une transition intelligente et une utilisation intelligente de cette ressource-là comme une solution, une alternative dans le portefeuille énergétique dans un contexte de décarbonation, parce que ça pourrait créer des dommages environnementaux importants d'avoir comment dire, surutilisation des ressources biologiques là, pour faire du gaz naturel renouvelable. J'ouvre la table, je ne sais pas si les autres sur le Martin et Dimitri voulaient aussi amener votre grain de sel sur d'autres commentaires que vous voulez faire. Pas du film. Je vais Ben, revenir. ouais, ben, je suis tout à fait d'accord. Effectivement,
tu sais, tout ce qui est renouvelable dépend de l'approvisionnement, dépend de, de la source d'où provient la matière qu'on va utiliser pour se transformer. Puis je donne l'exemple, Alpec, par exemple, l'usine de production de PET, regarde ou explore la possibilité d'intégrer une partie importante de son approvisionnement par du PET recyclé. Selon leur estimation, là, on pourrait recycler l'ensemble du PET qui est consommé au Québec, puis ça ne serait pas suffisant pour combler tous ces besoins. Donc, il y aurait besoin de. Puis j'imagine pour le gaz naturel renouvelable, j'ai pas vu les chiffres, là, fait que je suis pas en mesure de dire, mais effectivement, tu sais, l'idée, c'est pas de remplacer, par exemple, la production agricole pour faire du renouvelable. L'idée, c'est d'utiliser des matières résiduelles et jusqu'à quel point on est capable de combler l'ensemble de nos besoins. Donc, il va falloir regarder tu sais, d'avoir une planification énergétique. Puis je pense qu'effectivement, le PGIR, c'est un peu ce qu'il visait, c'est d'essayer d'établir nos besoins, des productions et tout ça, puis d'établir une stratégie qui tient l'ensemble, qui tient compte de l'ensemble de nos besoins, de nos sources d'approvisionnement, pour éviter de dépendre ou d'éviter d'avoir à utiliser des ressources qui proviennent d'ailleurs ou qui proviennent de sources qui sont possiblement non renouvelables ou renouvelables, mais qui remplacent ou qui supplantent d'autres utilisations dont on pourrait avoir besoin. Donc, tu sais, pour moi, la planification demeure un élément clé là, dans notre lutte au changement climatique puis dans la stratégie de décarbonation. Oui, puis ça ramène l'importance de réduire notre consommation. On n'y arrivera pas si on réduit notre consommation. Je pense que ce qu'on vient de mentionner l'illustre bien. Donc, de venir réduire à la base. Et dans ces stratégies-là, pour réduire notre consommation, il y a la gestion de l'énergie. Donc, je parlais de la pointe, justement, dans notre portefeuille de solutions, dans la décarbonation, il va y avoir aussi des façons de gérer notre énergie pour qu'à des moments précis, peut-être qu'on va juste effacer de la consommation, on va la déplacer, on va modifier nos façons de faire dans les différents secteurs pour faire en sorte qu'on soit capable de passer à travers des moments critiques. Donc, tu sais, oui, il y a une consommation de façon générale qu'on veut réduire, tu sais, pour réduire la base de la consommation totale qu'on consomme. Et après ça, il y a des stratégies pour réduire et déplacer à des moments spécifiques également de la consommation. Fait que je pense que ça fait partie des solutions de la gestion de la pointe. Ça va être super important dans notre futur de plus en plus électrique. Tantôt d'éco-conception des bâtiments, mais d'éco-conception industrielle pour favoriser la décarbonation puis l'économie circulaire. Bon, là, on le voit, on s'adapte, on fait des serres à côté d'une usine qui est capable d'envoyer de la chaleur. Ça va, on utilise présentement, mais l'éco-concevoir. Fait que développer un parc industriel au complet, puis en déplacer, en moderniser, ben, on va falloir arriver là aussi parce que travailler à côté de chez nous, produire les produits dont on a besoin à côté de chez nous, réutiliser l'énergie, réutiliser les résidus, ben, quand c'est fait au départ en éco-conception, c'est beaucoup plus facile à réaliser. Je comprends qu'on ne fera pas le monde demain matin puis toutes nos villes, mais si on a des développements à faire, commençons à y penser, là. Je suis passé dans le parc industriel à Bécancour. Je suis allé voir la rue où Nordvolt est en train de se bâtir. On voit tout ce qui se développe. Je ne suis pas certain que ça a été conçu de façon très pensée, de façon très conceptive. Merci. Euh, tu sais, on parle souvent depuis le début là, de réduction de consommation. Puis, tu sais, ça peut être aussi via du partage, comme je le disais au début, ou de l'économie circulaire, différentes stratégies qui nous amènent à allonger la durée d'utilisation d'un bien. Et tout ça, ben, ça va se traduire par une baisse de production. Comment on peut, comment c'est accueilli? Est-ce qu'il y a cette prise de conscience-là de la part des industriels? Puis comment c'est accueilli, ça, cette idée de, il va falloir baisser la production aussi en partie, au-delà de l'efficacité énergétique, là, hein? Pour répondre rapidement à la question, je pense qu'à partir du moment où on est les meilleurs à faire quelque chose, tu sais, un industriel va toujours chercher à être un peu un leader dans son secteur, un leader dans son créneau. Et à partir du moment où on est les meilleurs pour faire quelque chose, le jour où la demande diminue, la demande baisse, c'est les entreprises les moins compétitives qui vont fermer. Tu sais, je donne l'exemple, par exemple, des raffineries. Les raffineries en Amérique du Nord, il ne s'en construira pas d'autres. Il y en a d'autres qui vont fermer. Idéalement, on préférait que ça soit
pas nécessairement celles de Montréal-Est qui ferment, mais que ce soit d'autres ailleurs. Et pour ça, ben, il faut que nos entreprises soient les plus efficientes, les plus efficaces, les plus performantes possibles. À la blague, j'avais un de mes collègues qui faisait l'analogie avec un ours. Il disait, tu sais, si on est deux à courir dans la forêt, puis on a un ours qui nous court après, l'ours représentant un peu la compétitivité mondiale, j'ai pas besoin de courir plus vite que l'ours, j'ai juste besoin de courir plus vite que mon partenaire. Tu sais. Fait que l'idée, c'est d'être un peu justement d'être un leader dans son domaine. Puis là, à ce moment-là, même s'il y a une baisse dans la demande, ben, on va continuer, nous, à être performants, puis continuer à opérer, continuer à créer de la valeur ajoutée, parce qu'ultimement, c'est ça. Tu sais, faire tourner l'économie, c'est aussi créer de la valeur, créer de la richesse et de partager cette richesse-là, plutôt que de laisser à quelqu'un d'autre de le faire à notre place, de s'enrichir. Et de déplacer le problème. Donc, l'idée, c'est de la regarder dans cette perspective-là. Donc, pour un industriel, pour répondre rapidement à la question, une baisse de demande ne suffit pas nécessairement une fermeture, c'est simplement qu'il faut être compétitif et d'être plus compétitif que les autres entreprises, nos compétiteurs, finalement. Merci. Ça tire bientôt à sa fin, fait que je vous inviterai à faire un petit mot de conclusion qui peut être sur cette question-là, mais sur toute autre question aussi. Est-ce que vous auriez envie de faire des petites remarques finales? Pouvoir participer, là, puis c'est le fun parce qu'il y a des participants, il y a des gens qui ont assisté, puis il y en a d'autres qui le verront à un moment donné. On a effleuré la captation carbone tantôt. Euh, Toutes les fois que je vais à la COP, je dis prouvez-moi que ça marche, puis montrez-moi un projet qui marche, mais réduire la production de GES à la source. C'est pas obligé d'être la captation, c'est réduire à la source. Puis nous, dans le monde du travail, on compare ça en santé et sécurité pour que les gens le comprennent bien. On réduit à la source les dangers. Donc, on va aller voir les risques, on va réduire les risques, il y en aura plus d'accidents. Ben, réduire à la source. Fait que la captation carbone, oui, ultimement. Puis oui, il va falloir favoriser l'innovation de nouvelles technologies qui n'existent pas aujourd'hui, pas de façon fonctionnelle. Ben, on vise la décarbonation avec des choses qui n'existent pas. Ça semble un petit peu utopique, là. Fait que oui, il va falloir faire d'autres sortes d'efforts que la captation pour l'instant. En tout cas, à mon point de vue. Excellent Merci beaucoup point. en passant. Oui. Merci, Martin. Excellent point. Puis j'allais dire que justement, pour être capable de réduire à la source puis d'atteindre nos objectifs sans dépendre de la captation du carbone puis du stockage qui est effectivement un peu utopique actuellement, la technologie n'est pas mature. Puis de toute façon, c'est comme de pelleter par le problème par en avant. Mais c'est de vraiment pas ralentir la cadence. Je pense que 2050, c'est abstrait, c'est loin, mais en même temps, c'est tellement proche quand on a besoin de faire des changements importants dans la société. On a mentionné dans le courant du panel des initiatives qui sont des pas dans la bonne direction, mais il ne faut pas s'asseoir sur nos lauriers. On a vraiment beaucoup de chemin à faire. Puis je pense que faut se le rappeler qu'on est loin d'avoir atteint l'objectif. Je pense qu'on peut être optimiste, mais quand même, il y a beaucoup de travail à faire. Ben, je compléterais peut-être simplement en disant, puis on l'a abordé, tu sais, je pense il faut regarder de quelle façon on peut collaborer, travailler ensemble, tu sais, d'éviter les silos dans nos stratégies de lutte au changement climatique puis de décarbonation. Je pense que l'économie circulaire, l'écologie industrielle représente pour nous, en tout cas, une avenue intéressante. L'innovation aussi doit faire l'objet doit faire partie un peu de notre stratégie. Tu sais, on a parlé de capture du carbone. Tu sais, je mentionnais qu'on a un projet dans l'est de Montréal pour faire de la capture, pas pour faire de la capture pour faire de l'enfouissement, mais pour faire de la capture pour faire de la transformation. Euh, et donc, il y a des projets innovants qui sont sur euh, sur les en opération, puis on souhaite les privilégier. Fait que ça va prendre une bonne volonté de tous, puis je pense qu'il faut éviter de pointer du doigt. Je pense Audrey l'a mentionné, tu sais, on se fie, tu sais, comment dire, le consommateur pointe le doigt à l'industrie, l'industrie le consommateur, le Québec pointe le doigt à l'Alberta, l'Alberta pointe la Chine, et tu sais, je pense qu'il faut éviter de tomber dans ce piège-là de pointer le doigt aux autres. Il faut faire ce qu'on est capable de faire, mais de bien le faire. Fait que pour moi, c'est un peu ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, là.
Merci à toutes et tous. Le temps est déjà terminé. D'excellentes suggestions, propositions, enjeux dont il faudra tenir compte dans notre chemin collectif vers la décarbonation. Agathe, je ne sais pas s'il y a un dernier mot de votre côté. Oui, ben, je tiens juste à vous remercier sincèrement, là, Martin, Dimitri, Audrey, Mélanie, pour nous avoir partagé là, vos connaissances, votre expertise. Ça a été super intéressant. Je pense que je parle au nom de toutes les personnes qui ont ou vont regarder ce panel. Et moi, j'ai appris beaucoup, donc un grand merci. Puis aux personnes qui écoutent ce panel, c'était le dernier événement de la semaine, mais on a un dernier événement des dialogues lundi prochain qui va faire un peu un topo là, des négociations et de ce qui s'est passé à la COP29 à Bakou. Donc, si vous êtes intéressé, là, je vous invite à visiter le site web pour plus d'informations. Mais sinon, là, je vous souhaite une très belle fin de journée et une très belle fin de semaine à tous et toutes. Donc, merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.